Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Les lacs de la région sont-ils malades ou sont-ils en train de le devenir? Alors, pour nous en parler, je reçois la présidente du conseil d'administration du conseil régional de l'environnement de l'Abitibi-Témiscamingue, Mme Jacinthe Châteauvert. Madame Châteauvert, bonsoir. Bien, bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation-là. C'est très gentil à vous. Ça me fait plaisir. Madame Châteauvert, dans mon intro, je disais que, est-ce que les lacs de la région, on pourrait presque dire les lacs au Québec en entier, mais on va s'en tenir chez nous. Est-ce que les lacs de l'Abitibi-Témiscamingue sont vraiment malades ou sont-ils en train de le devenir? Bien, je vais parler plutôt pour le secteur de l'Abitibi-Témiscamingue. Je peux pas me prononcer sur l'ensemble de la région, mais chez nous mais aussi. dans le secteur, mettons, Abitibi, on est dans le bassin versant de la rivière Abitibi, parce que le lac Abitibi se déverse dans la baie James via l'Ontario par la rivière Abitibi. Donc, on va parler de ce secteur-là que je connais beaucoup plus. Puis effectivement, dans notre secteur, le lac Abitibi, entre autres, qui est le plus grand lac, et c'est tous les eaux de l'Abitibi-Ouest, ou presque, il y a juste la municipalité de Val-Saint-Gilles qui s'en va directement via une autre rivière, là, dans la même, à la baie James, mais via une autre rivière. Donc, le lac Abitibi, il est en état, mettons, d'eutrophisation qu'on appelle. Donc, autrement dit, il est à une étape très avancée de sa vie. Est-ce que tout va mourir autour? Non. Mais effectivement, il y a une grosse problématique et c'est ce que l'organisme de bassin versant d'Abitibi-Jamésie a constaté aussi là, suite aux échantillonnages d'eau qu'il y a eu là, depuis plusieurs années au lac Abitibi. C'est ça. Il y a une question que j'aimerais vous poser, qu'on n'avait pas parlé avant d'entrer en entrevue, mais c'est parce que là, ça m'arrive tout bonnement comme ça. L'année passée, on parle de l'été 2018. Bon. L'été 2018, les riverains du lac Macamique se sont aperçus à un certain moment donné que l'eau était tellement verte, là, que, excusez l'expression, mais c'en était dégueulasse. Puis, moi, j'ai un chalet autour du lac, puis on prenait ça là, dans un pot, là, c'était tellement vert que ça faisait peur. Cette année, on n'en a pas eu du tout. Fait que là, les gens se sont mis à dire, bien là, parce qu'il a fait très chaud à l'été 2018, est-ce que ça peut être une conséquence ou bien non, si vraiment on avait un véritable problème, mais ce problème-là, on ne l'a pas eu cette année, mais ça veut dire qu'il est peut-être quand même là. Oui, il est quand même là. Si vous avez eu ce on va appeler un bloom de cyanobactéries, parce qu'une quantité verte comme ça, je pense que on peut vraiment penser que c'est des cyanobactéries. Effectivement, l'été dernier, il a fait extrêmement chaud. Oui, c'est ça. Par contre, le fait que cette année, exemple, il n'y en a pas eu, ça veut pas dire que ça a disparu. Ça veut peut-être juste dire que c'est pas allé dans votre baie ou avec les vents, etc. Ben, la cyanobactérie, elle se déplace. C'est un vivant. C'est quelque chose, c'est une unicellulaire vivante et elle se déplace dans la colonne d'eau. Donc, elle peut monter à la surface comme elle peut descendre, remonter. Via les vents, elle peut se déplacer d'une baie à l'autre. Donc, si vous en avez eu une année, elle est sûrement pas disparue. Ça veut dire qu'on peut en avoir dans une autre année aussi. Oui, vous pourriez en avoir une autre année. Puis si vous avez ce genre de choses-là, moi, j'encourage fortement parce que de moins en moins, les gens font des déclarations en disant « Oh, on n'entend plus parler, c'est plus vraiment un problème. » Non, c'est encore un problème. On peut faire une déclaration auprès du ministère de l'Environnement. C'est disponible sur un formulaire Internet. Donc, je pense que c'est vraiment important parce que c'est pour démontrer qu'il y a encore cette problématique-là parce que ça disparaîtra pas, là. Une question, Madame Châteauvert. Les responsables, est-ce que ce sont des êtres humains, les responsables de ça? Je veux dire par là, et vous me voyez venir, j'en suis persuadé, les riverains. Est-ce que les riverains sont responsables de cet état de choses ou bien non? Si c'est, j'irais peut-être jusqu'à dire, est-ce que c'est naturel d'un côté? Bien, il y a deux choses. Les cyanobactéries, c'est des êtres vivants qui existent depuis bien plus longtemps que nous autres. Ils ont toujours existé.
Le problématique maintenant, c'est qu'on voit une prolifération beaucoup plus importante. Okay. Il y a déjà quelqu'un qui m'a dit, Jacinthe, dans le lac Abitibi, moi j'ai travaillé, puis on a tout le temps vu ça. Oui, c'est vrai, on a souvent vu ce genre d'être vivant-là, sauf que depuis une quinzaine ou une vingtaine d'années, ça prolifère beaucoup plus rapidement. Puis, c'est difficile de dire qu'il y a un responsable parce que c'est un ensemble de facteurs. OK? C'est sûr que l'activité humaine vient ajouter à l'aspect naturel de nos sols. Nos sols, justement, naturellement, sont riches en phosphore parce qu'ils sont argileux. Oui. Et sont riches en phosphore, mais sont peu disponibles pour les plantes. Le phosphore qui est dans le sol, à l'état comme il est là, il est peu disponible pour les plantes. Fait que ça oblige, au niveau agricole, de faire un ajout de phosphore. Que ce soit du fumier liquide, du fumier solide ou de l'engrais chimique, ça risque que c'est du phosphore qu'on ajoute. Ça, c'est un élément. Deuxième élément, dans nos sols, naturellement, quand il y a un glissement de terrain, le phosphore qui est pris dans le sol, quand il arrive dans l'eau, il se libère. Et on sait que le phosphore, c'est la nourriture de la cyanobactérie. Fait que c'est un ensemble de facteurs. Il y a les riverains, il y a les résidences isolées, vous avez l'agriculture, vous avez les industries, les municipalités qui ont pas de système de traitement d'eau usée. Il y en a, c'est plus rapide de nommer ceux qui en ont que ceux qui en ont pas. Et il y a des phénomènes naturels aussi. Fait que tout ça pris en compte, effectivement, on a une prolifération plus importante. Fait que ça veut dire que le facteur humain a sa cause aussi, mais par contre, s'il n'y avait pas de facteur humain, ce serait aussi les cyanobactéries seraient là quand même, mais peut-être plus là par la condition humaine qu'on les encourage, on les prolifère peut-être plus. Ben c'est ça. Oui, probablement que s'il y avait aucune activité humaine autour du lac Abitibi ou du lac Macamic, peu importe, la prolifération serait probablement moindre. Mais elle serait là pareil. Okay. Mais ce serait pas des blooms comme on connaît probablement. Ce serait plus dispersé dans la colonne d'eau, etc. Puis, la preuve de ça, c'est que quand nous, on a fait des échantillonnages du côté du Québec. Puis, quand on a commencé à voir cette problématique-là, les gens disaient, ouais, mais tu sais, en Ontario, c'est parce que l'eau coule vers l'Ontario. Puis du côté ontarien, les activités humaines autour du lac Abitibi sont beaucoup moins importantes. On est plus en milieu forestier, il y a peut-être un peu d'exploitation, mais c'est beaucoup moins important. Puis de toute façon, l'eau coule vers l'Ontario. Fait que c'est pas l'Ontario qui nous apporte des problématiques, c'est plutôt nous autres qui l'envoie chez eux. Qui l'envoie chez eux. Moi, si je vous demandais, est-ce que il y a une décennie passée avec aujourd'hui, est-ce que c'est beaucoup plus préoccupant? Cet état de choses-là. C'est pas plus préoccupant que v'là 10 ans. C'est peut-être parce que ça revient plus souvent. Puis même encore là, c'est tellement variable. Tu sais, après une grosse pluie forte, exemple, et qu'il y a eu beaucoup d'érosion à cause d'une pluie importante, ben là, c'est plus l'érosion qui va apporter du phosphore à l'eau. Évidemment, si on vient juste dépendre d'un fumier sur un champ agricole ou un engrais et qu'il y a une grosse pluie par après, il va y avoir du lessivage. C'est la même chose pour un riverain qui va mettre, premièrement, un riverain, que ce soit les riverains en zone de villégiature ou même en zone agricole, une des façons de protéger de réduire en tout cas l'apport de phosphore, c'est vraiment de respecter une bande riveraine boisée. Une bande riveraine, c'est pas juste 3-4 brins de foin, c'est vraiment une bande riveraine là. Tu sais, dans la réglementation, on dit 10 mètres si ta pente est faible et 15 mètres si ta pente est forte. Puis en milieu forestier, on parle de 20 mètres. Mais si on fait le tour, moi j'ai fait le tour du lac Macamic. J'ai navigué beaucoup pendant 5 ans sur le lac Abitibi. Puis cette bande-là, on ne la voit à peu près à nulle part. Ben c'est sûr que il y a différents facteurs. Oui, il y a des glissements de terrain. Il faut pas oublier qu'au lac Abitibi, il y a une pente forte, fait que il y a des glissements de terrain. Ça, évidemment, la bande riveraine peut être affectée d'une façon naturelle. Mais une autre problématique qui est en rapport avec l'activité humaine, c'est que on veut avoir que ça ait donc beau, on veut tondre la pelouse jusqu'au bord du lac, voilà, etc. Fait que tu sais, c'est le genre d'activité qu'il faut éviter. Puis
tu sais, quand on est en bordure d'un lac, les mondes disent, ouais, mais là, c'est parce qu'il y a des arbres, on voit plus le lac. Ce qu'on propose, nous autres, faites-vous une fenêtre dans vos arbres. Au lieu de toutes les couper pour pouvoir voir le lac, vous avez une fenêtre à telle hauteur, vous regardez où est-ce que ça arrive dans vos arbres et vous coupez les branches à cet endroit-là. Ça va vous permettre de regarder le lac et permettre de conserver votre bande riveraine. Et pour l'accès, ben, au lieu de faire un accès en ligne bien droite, avec un sentier, on peut faire un petit sentier plus en méandre, qui fait en sorte que s'il y a du lessivage ou de l'érosion ou une pluie forte qui ferait en sorte qu'il y aurait du lessivage, ben ça va réduire la vitesse de l'eau, donc réduire l'apport de phosphore dans l'eau. Il y a des municipalités qui ont vendu des terrains qui sont au contour de lacs, et puis c'est malheureux, mais les premières actions des acheteurs de terrain, c'est on coupe le bois parce qu'on veut voir le lac. Vous venez juste d'en parler. C'est ça. Puis l'autre aspect qu'on voit de plus en plus arriver, puis on peut comprendre, mais en même temps, il y a d'autres techniques qui peuvent être faites, c'est on vend un terrain sur le bord d'un lac, il y a pas une bande riveraine très importante, et là, on enroche. On fait un enrochement de pierre à partir du bord du lac jusqu'à la hauteur de notre maison ou peu importe, une partie on dit on maintient le sol. C'est une technique, mais c'est pas la meilleure technique parce que ça va aider au réchauffement de l'eau, etc. Fait que il y a différentes choses. Il y a du génie végétal qui existe. Sur notre site du Conseil régional de l'environnement, on a une section spécifique par rapport à ça. Fait que du génie végétal, dans le fond, c'est qu'on va mettre des arbustes, des choses qui vont retenir le sol. Puis si on est obligé d'enrocher parce que la pente est trop importante ou les raisons peuvent être différentes, mais on peut faire un enrochement, mais on peut végéter notre enrochement. Ouais, fait que tu sais, il y a différentes techniques qui existent, qui peuvent être... C'est permis aujourd'hui d'enrocher? C'est, à ma connaissance, quand c'est dans un terrain privé, c'est la municipalité maintenant qui donne des autorisations. Était au gouvernement anciennement. Oui. Puis pour la protection des rives du littoral, ce que je sais aussi, c'est que faut que la municipalité ait passé en résolution comme de quoi qu'ils allaient appliquer eux-mêmes, ce qui avait été demandé il y a plusieurs années, le règlement sur la protection des rives et du littoral. Si la municipalité a pas fait cette résolution-là, là, à ce moment-là, ça revient la responsabilité au ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte au changement climatique. Okay. Est-ce que, selon vous, les riverains sont sensibilisés à cet état de choses-là? Puis, qu'ils le soient ou non, qu'est-ce qu'on peut faire pour les sensibiliser à dire, bien là, ce serait assez... Vous avez des choses à faire et à ne pas faire. Ben, je pense que les riverains, en général, sont quand même assez sensibilisés à la protection de leur bord d'eau. Par contre, des fois, ça est difficile de changer les habitudes, de changer les mentalités. Fait que je pense que, tu sais, en environnement, il y a plusieurs solutions, mais une des solutions qui est la plus probante, c'est vraiment de la sensibilisation. C'est de rencontrer ces associations-là, de les sensibiliser, de leur donner des outils aussi pour faire autrement. Oui, exactement. Parce que quand tu sais pas... tout de dire, ben non, mais regarde, faites pas ça, là, c'est pas correct, mais oui, mais je vais faire quoi à la place? C'est sûr, ça prend un moyen que vous avez, ou peu importe qui, fais pas ça, par contre, mais fais ça à la place. Exactement. Alors, il faut avoir une solution de rechange. Exactement. Fait que ça, c'est des choses... Sur le site du Conseil régional de l'environnement, vous allez retrouver ce genre d'informations-là. Si je me trompe pas, il y a des liens pour des livres qui existent, faits par d'autres organisations qui proposent des techniques différentes. Je parlais de génie végétal tantôt. Ils proposent des techniques différentes. Puis, tu as même le gouvernement canadien qui a un dépliant parce que ici, dans notre région, comme le lac Abitibi, comme le lac Makamic, en tout cas, les lacs qui sont considérés des voies navigables au sens du fédéral sont sous juridiction fédérale également. Et le gouvernement canadien a imprimé un beau dépliant qui dit une bonne façon d'être au bord de l'eau, puis la mauvaise façon. Fait qu'il donne, juste par des images, il donne l'exemple de la pelouse tondue jusqu'au bord. Ben, dans l'autre exemple, il montre qu'il y a des arbustes au bord de l'eau.
Puis, on parle souvent de techniques pour changer les habitudes. 0, 5, 10, 15. Okay. Tu commences, tu es à 0, parce que tu tombes l'eau jusqu'au bord de l'eau. Okay. Première année, regarde, donne-toi 5 mètres. OK? Dans le 5 mètres, là, tu mettras ta chaise longue un petit peu plus loin. C'est ça. Puis après ça, la deuxième année, ben là, ajoute un 5. Tu sais, comme ça, on y va graduellement. C'est moins drastique pour les citoyens. Puis, au fur et à mesure qu'ils vont... le temps de s'habituer oui, aussi. Puis, ce qu'il faut pas oublier, c'est que le fait d'avoir une bande riveraine avec de la vie, des arbustes, des herbes, etc., ben ça apporte plein d'affaires intéressantes, des petits oiseaux qui vont venir nicher là-dedans. Oui, donc, tu sais, au niveau de la diversité biologique ou de la biodiversité, on est gagnant parce que, tu sais, c'est plaisant d'être sur son balcon et d'avoir un petit colibri qui vient, butiner dans une petite fleur sur le bord de ta berge. C'est vraiment intéressant. Là, on parle beaucoup du lac Abitibi, on parle aussi du lac Macamic, mais est-ce que c'est la même chose pour, disons, le lac Hébécourt, le lac du Parquet? Est-ce que c'est la même chose de ce que l'on parle là? Ben, ce que je peux dire, parce que j'ai pas nécessairement de toutes les informations, mais dans le bassin versant de la rivière Abitibi, qui est une partie de ce que l'organisme de bassin versant Abitibi-Gamésie a la responsabilité, on est dans des lacs qui sont plus vers l'eutrophisation, donc vers une mortalité éventuelle, comparé à celui de la rivière Aricana ou l'autre partie qui est la rivière Belle, qui est plus la partie nord-est qu'on veut de notre secteur. La santé des lacs semble plus, selon les échantillonnages qui ont été faits, semble plus correct que le secteur de la rivière Abitibi. Ça veut dire que les gens, avant de faire quoi que ce soit, un riverain, avant de faire quoi que ce soit sur son terrain qui adonne au lac, devrait demander conseil, devrait peut-être aller au ministère de l'Environnement ou quoi? À la ville? Au ministère de l'Environnement, oui, mais je vous dirais... Bon, j'ai parlé tantôt du site du Conseil régional de l'environnement. On a une section spécifique là-dessus parce qu'on a eu plusieurs projets là, au Témiscamingue. En 2009, si je me trompe pas, on avait fait des vitrines. On a restauré plusieurs types de berges puis de différentes façons. Fait que là, il y a ces aspects-là. Puis comme je vous dis, sur notre site, on a beaucoup de liens. Parce qu'il y a beaucoup d'organismes là, qui donnent des formations, qui offrent des solutions. Fait qu'il y a vraiment des choses. Puis l'autre possibilité, si vous avez des guides qui sont intéressants, que vous aimeriez, vous voulez pas vous les procurer, mais vous aimeriez les avoir, vous pouvez demander à votre bibliothèque municipale de se les procurer. Exactement. Et puis là, vous allez pouvoir les emprunter puis avoir l'information. Madame Châteauvert, merci. C'était très intéressant. Ben, merci aussi. C'est moi qui vous remercie. Alors, courte pause, on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. La 3e édition du marché de Noël de Macamic aura lieu très bientôt. Alors, pour nous en parler, je reçois Mme Charlène Corbeil, une des responsables de ce marché. Mme Corbeil, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation-là. Vous êtes nouvelle à la ville de Macamic. Depuis combien de temps vous êtes à la ville? Je suis à la ville depuis le 26 août. Ah, OK. Ouais. Fait que... On a fait une belle acquisition, j'en suis persuadé, et c'est un plus, j'en suis aussi persuadé. Bien, merci. OK. Bon, ben, c'est le marché de Noël, c'est la 3e édition. Cette année, combien d'artisans et d'exposants allez-vous avoir au marché? On est rendu à près de 70 personnes abonnées, bien pas abonnées, mais inscrits, oui, 70, oui. Ça veut dire 70 qui vont exposer leurs œuvres. Oui. On a beaucoup d'artisans, on a même beaucoup d'entreprises aussi, des conseillères. Oui, on est rendu à... On est vraiment emballé par ça. Je comprends. Que c'est beaucoup. Et la provenance de ces personnes-là, est-ce que c'est à l'extérieur de Macamic? C'est où? C'est beaucoup de la région, de l'Abitibi. Parce qu'un peu tout le monde pouvait faire application, autrement dit, puis participer à ce marché. Oui, c'est ça. Fait que c'est un peu... ben là, on va en venir tantôt, là, avec qui peut y participer. On le disait tantôt, un peu tout le monde de la région. Oui, c'est ça. N'importe qui veut promouvoir son entreprise, vendre par leurs œuvres. Oui, tout le monde est invité à venir au marché.
On y expose quoi en général, d'après vous? Là, je ne sais pas. On peut exposer quoi? À peu près n'importe quoi? Oui, quand même. On a vraiment une grande variété d'exposants. On en a que c'est plus des conseillères. On a Norwex, Sensi, on a Detora, ce genre-là. Oui. Sinon, on a beaucoup de gens qui créent leurs œuvres, donc ils viennent vendre du tricot, on a des bijoux, on a des œuvres en bois, on a vraiment une grande variété. C'est un peu ce que les fermières faisaient il y a plusieurs années passées ici à Macamic, là. On achetait une table et puis on exposait nos choses. Puis les profits demeurent aux personnes, aux exposants. Oui, oui, oui. Eux, ils vendent leurs produits, c'est leur sous, ça, on n'y touche pas. Nous, ils paient leur table. Oh, puis oui, rendu là, ben, c'est vraiment, ça les regarde. Oh, oui, exactement, c'est ça. Fait que, puis moi, si je vous demandais le but de ce marché-là, c'est quoi comme but? Le but, c'est vraiment d'aider à promouvoir, Macamic, parce que les gens viennent à Macamic. Oh oui, c'est ça, et aussi leur entreprise, aider les gens à vendre toutes leurs œuvres, justement. Oui. Et aussi, ça aide beaucoup au financement de la bibliothèque. Comme ça, on peut acheter plus de livres, on peut se permettre de faire plus d'activités. Donc, c'est vraiment un beau roulement que ça permet le marché de Noël. C'est fait en collaboration avec la Bibliothèque Desjardins de Macamic, c'est ça? Exactement, oui. Ça veut dire que les profits que vous allez enregistrer, ce sont la vente des tables. Oui, c'est ça? C'est uniquement ça? Uniquement vous ne touchez aucun profit, rien sur la vente des objets que les personnes ont à vendre? Non, non. Vraiment, ça veut dire avec les tables. Que l'argent, c'est exactement, va rester à ces personnes-là. Oui, exactement. J'en viens encore avec le nombre d'artisans et d'exposants. 70, c'est quand même beaucoup. Est-ce qu'on peut dire que c'est 70 tables, mais parce que des fois, une table peut être divisée en deux? C'est une chose possible. Bien, en fait, c'est vraiment 70 exposants, puis certains ont plus qu'une table. Donc, ça va être vraiment un très grand marché Noël. Oui, c'est vraiment, on est vraiment emballé par ça. Bien là, franchement, là, on en profite pour aller faire l'achat de nos cadeaux de Noël. Ah oui, absolument, ça vaut la peine. Il y a tellement de... Il y a du choix pour tout le monde, c'est sûr, ça, c'est sûr. Parce que c'est là qu'on va s'apercevoir. D'ailleurs, bien, à la Sarre, déjà, il y en avait un marché comme ça. Et puis, il y en a eu déjà ici à Macamic. Et puis, c'est là que moi, à chaque fois que je me présentais pour aller voir les œuvres, parce que j'appelle ça des œuvres, les œuvres des exposants, exposantes, à chaque année, je me disais, mais il y a donc bien du talent. Il y a du talent terriblement ici chez nous. Oui, vraiment. En Abitibi-Témiscamingue, on voit des œuvres, là, c'est extraordinaire. C'est des œuvres sculpturales quasiment. C'est vraiment hors de l'ordinaire, qu'on peut dire. Vraiment. Sur notre page, on a notre page Facebook du marché de Noël, justement. Puis, à tous les jours, on fait une publication avec certains exposants. Puis, on voit déjà la grande variété d'œuvres, tout à fait. Il y a beaucoup de travail là-dedans et on est très content de pouvoir Fait qu'on peut aller sur la page Facebook? Oui. OK. Marché de Noël Macamic. Ah, OK. Fait que là, les gens vont avoir... est-ce que le nombre d'exposants, est-ce que les noms sont déjà connus, sont là, ou bien non, si c'est à venir? À tous les jours, on fait une nouvelle publication, on met le nom de l'exposant, puis on met des photos de ce qu'il fait. Donc, ça permet aux gens d'être un peu curieux, de donner le goût de venir aussi au marché de Noël, de vraiment vendre avant même le marché de Noël leurs produits. Je ne sais pas si vous êtes au courant, parce que vous êtes ici depuis justement le mois d'août, mais seulement que... j'en viens pas encore, là, je vous le dis, pour les 70 artisans exposants, là, je trouve ça phénoménal, tout simplement. Puis, est-ce que c'était la même chose les autres années d'avant? Est-ce que vous êtes au courant? Je crois que c'était quand même plus petit les autres années. Cette année, vraiment, on a une belle vague de gens qui veulent participer, puis on en profite. Ben oui, exactement. Parce que c'est organisé par... mais là, on le sait, là, c'est organisé par la Bibliothèque Desjardins de Macamic. La vente des tables va rester monétairement à la bibliothèque, qui va permettre, entre autres,
d'acheter plusieurs choses. Oui, oui, c'est ça. D'acheter des livres, etc. L'endroit. Parce que ça, il faut toujours... C'est au centre Joachim-Tremblay. Oui, c'est ça. Bon, là, il faut faire attention parce que on fait des mises au point. Je l'ai fait avec Mme Dubois aussi. Je vais le faire avec vous. Parce que les gens pensent que le centre Joachim-Tremblay, il est fermé. Parce que il y a des réparations majeures qui vont se faire si elles ne sont pas déjà commencées. Mais le centre, c'est le rond de glace, autrement dit, qui est fermé. Oui, c'est ça. Mais tous les bureaux, tout ce qui est comme salle communautaire, d'ailleurs, la salle qui va servir pour ce marché de Noël-là, bon, c'est ouvert. Parce que les gens ont tendance à penser que c'est tout fermé, mais ce n'est pas ça. Donc, ça va se passer au centre Joachim-Tremblay. Oui, c'est ça. Puis cette année, on en profite justement parce qu'il n'y a pas de patinoire. On en profite pour faire le marché de Noël qui est censé avoir la glace finalement. Donc, ça nous permet d'avoir vraiment une grande... Ah oui, OK. Oui, je pensais que c'était en haut. Bien, c'était ça avant, mais okay. Là, on va en profiter justement. Quand tu n'as pas à avoir de glace, on va faire un très gros marché de Noël dessus. La glace. Mais OK, mais c'est vraiment bien pensé. Donc, si on y allait pour la date? C'est le 16 novembre. OK. C'est de 10h à 17h. Et l'entrée est gratuite. Donc, tout le monde est les bienvenus à venir faire un tour. OK. Puis, profitez-en pour acheter vos cadeaux de Noël. Là. Ça serait l'endroit et le temps idéal pour ça. Tout à fait. Donc, on répète, c'est le marché de Noël Les profits sont versés à la Bibliothèque Desjardins de Macamic. Plus de 70 exposants artisans. C'est le 16 novembre au centre Joachim-Tremblay. C'est de 10h à 17h. Madame Charlène, merci beaucoup. Ce fut très intéressant. Puis, on va sûrement aller voir les chefs-d'œuvre parce que ce sont quand même des artisans de chez nous. C'est ça qu'il faut dire. Tout à fait. Alors, Madame Charlène, merci beaucoup et bon succès, surtout avec ce marché. Merci beaucoup. Merci. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission d'Info 9. Au revoir et bonne semaine.